Bonjour les amis, voilà une vidéo qui cherchera à vous présenter en un petit quart d'heure, ou un grand quart d'heure plutôt, l'histoire de l'Ukraine, qui est une histoire extrêmement mouvementée et tragique, probablement l'histoire la plus tragique de tous les pays européens. Alors, l'État actuel a 31 ans, mais évidemment, c'est le résultat d'une très vieille histoire. En 2016, Vladimir Poutine a fait ériger contre les murs du Kremlin, sur une place de Moscou, une statue de 16 mètres de haut représentant Vladimir le Grand. Vladimir le Grand a été baptisé en 988 à Kiev et c'est le premier monarque russe chrétien. Il s'est fait baptiser à l'époque, il y a un peu plus de 1000 ans, pour pouvoir se marier avec la fille de l'empereur de Byzance. Donc, ce Vladimir va fonder une ville qui s'appelle Kiev. Il va agrandir cette ville. Dans cette ville étaient venus, un peu comme en France, les Normands sur les côtes de Normandie, des Vikings. Et le nom slave pour désigner Vikings, c'est Russe. Donc ces Russes sont venus et on les a appelés les Varegs et ils ont fondé la région de la ville de Kiev et toute la région alentour a été en quelque sorte civilisée. Ils ont construit des routes, aménagé les fleuves, etc. Puisque c'était des marchands. La ville de Kiev en 1200 à peu près, ou 1000 entre 1100 et 1200, compte 40 000 habitants, ce qui est une des villes les plus importantes d'Europe. Et cela va être une cité assez rayonnante. Alors, la monnaie qui est utilisée, je jette un coup d'œil sur ma petite note, c'est le Hryvnia, je le prononce sans doute mal, monnaie qui est encore utilisée de nos jours. Et sur les billets, vous avez le portrait de Vladimir qui est imprimé dessus. Alors, au XIIIe siècle, au XIIe siècle, pardon, euh, les, les Vikings de Kiev commencent à, pour des raisons de conflits, etc., à morceler toute cette grande région. Et une partie de ces Vikings va fonder Moscou. C'est un des États, des nombreux États qui émaillent cette région. Alors, au XIIIe siècle arrivent les Mongols, et, euh, et c'est là, de là que va naître réellement Moscou. Alors, donc, depuis cette époque-là, euh, on se pose la question, et encore aujourd'hui, il y a deux conceptions historiques différentes en Russie. Les Ukrainiens sont-ils de vrais Slaves ou sont-ils autre chose? Sont-ils un peuple entre guillemets russe ou sont-ils autre chose? Alors, font-ils partie de la Grande Russie ou sont-ils un peuple à part? Parce qu'au cours des siècles, les langues ont divergé, bien que les deux langues soient slaves, l'ukrainien n'est quand même pas du russe. Alors, donc font-ils partie de la Grande Russie? Pour Vladimir Poutine, vu qu'il a mis cette statue de 16 mètres de haut de Vladimir le Grand, je rappelle, euh, premier, on peut dire, tsar de Russie.
Tsar est impropre puisque le terme a été repris après la chute de Byzance, ça veut dire César ou roi de Russie. Euh, oui, 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 oui. Alors, euh, au cours du XIIIe siècle et un peu plus tard, naît une population un peu spécifique à cette région d'Ukraine. Cela s'appelle les Cosaques. Donc il est encore question des Cosaques qui se battent sans peur et sans reproche dans l'hymne national ukrainien. Alors ces Cosaques vont lutter contre qui? Eh bien contre les Polonais qui eux sont catholiques. Le mot Ukraine signifie littéralement frontière. C'est un pays qui s'appelle frontière. Je crois que cela veut tout dire, puisqu'il y a une frontière avec la Pologne, et les Ukrainiens qui vivent à l'ouest se rapprochent des pays polonais, voire baltiques, et on a des relations aussi avec la Roumanie, et au cours des siècles, on va avoir des relations avec l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Donc, au XVIIe siècle, les Cosaques demandent à être autonomes, complètement autonomes, ou très autonomes par rapport à la Russie. Et, pardon, par rapport à l'Ukraine. Et ils se mettent en quelque sorte sous l'abri, à l'abri chez les tsars de Russie. Ils deviennent les soldats du tsar. Autre changement majeur, une partie des Ukrainiens se convertit au catholicisme. Ça s'appelle les catholiques uniates. Ils gardent leur langue slave, mais ils adoptent les rites catholiques. Comme vous le savez, la différence entre l'orthodoxie et le catholicisme n'est pas très grande. Elle est infiniment plus grande entre les protestants et les catholiques orthodoxes. Ils ne reconnaissent pas le pape comme premier évêque, mais simplement comme l'évêque de Rome, mais ils le reconnaissent comme évêque. Hein. Et bon, il y a aussi cette fameuse querelle du filioque. Ils ne sont pas d'accord avec la conception du Saint-Esprit chez les catholiques. Mais mis à part ça, ben, tout est pareil. Bon, sauf le rituel, les chants, etc. L'approche avec les icônes chez les Russes est différente. Les catholiques ont plus de statues, hein, et des choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails théologiques très pointus, mais rappelez-vous, la différence n'est pas énorme entre les orthodoxes et les catholiques. Alors, donc une partie des Ukrainiens se tourne, celle qui est vers l'Est, vers l'orthodoxie, celle qui habite plutôt à l'Ouest se tourne plutôt vers le catholicisme. Et on voit émerger deux Ukraines hein, qui se regardent en chien de faïence. Les Cosaques, eux, restent orthodoxes, puisque c'est les soldats du tsar, et ils vont affronter Polonais et Ukrainiens à maintes reprises. Alors, donc, pour faire vite, pendant 150 ans, les tsars successifs réduisent peu à peu les libertés des Cosaques et des Ukrainiens. Et 150 ans plus tard, au XIXe siècle, lorsqu'il y a l'émergence des nationalités un peu partout et des nationalismes en Europe, eh bien, les Ukrainiens se cherchent une patrie, une identité, difficile à faire. Quand vous avez des Tatars, quand vous avez des Roumains, quand vous avez des, des Cosaques, qui sont vraiment une population
qui sont dirigés par un Atman, une espèce de général, qui forme un État dans l'État. Donc, on va appeler ça non plus Ukraine, donc frontière, mais on va d'abord l'appeler Petite Russie, et puis finalement on va l'appeler Grande Russie. Oui, Petite Russie, après Nouvelle Russie, excusez-moi. Donc près de la mer Noire, en Crimée, on appelle ça Nouvelle Russie, parce que les habitants sont majoritairement russophones. 1869, un certain John James Hughes, qui est un Anglais, euh, s'installe au bord de la mer d'Azov et en 1871, il fabrique le premier haut fourneau. Il s'est installé 3 ans avant, donc en 68, et on commence à fabriquer comment dire, des produits métallurgiques. Donc la ville s'appelle, ils vont appeler ça Yusovka. Après, ça va s'appeler, durant la Seconde Guerre mondiale, ou un peu avant, Stalino. Et finalement, vous connaissez ce nom, c'est Donetsk maintenant, la ville de Donetsk. Donc, ce sont des régions où il y a beaucoup de charbon et de fer. L'Ukraine est une région extrêmement riche du point de vue de la terre. Et je reviens un peu en arrière, c'est que lorsque l'Ukraine devient soviétique, en 1922, ça devient réellement un État soviétique indépendant qui fait partie de l'Union soviétique. Staline commence à voir ces populations diverses qui ont du mal à être pro-russes, surtout ceux qui sont à l'ouest. Et là, vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Alors, excusez-moi, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a un peu des chiffres. Donc, en 1917, hein, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie se précipitent en quelque sorte sur ces territoires et cherchent à s'accaparer un maximum de territoire. Et les Russes font exactement la même chose. Hein. Donc, 1922, je répète, ce qui reste devient la République socialiste d'Ukraine, le centre de l'Ukraine. Et en 1932-33, Staline commet un génocide qui s'appelle le Holodomor, et il fait fermer les greniers à blé parce que les paysans ukrainiens sont extrêmement rétifs à ce que les terres soient collectivisées. Cela provoque la mort, d'après les derniers calculs de 2020, enfin des 2-3 dernières années, 4 millions de morts de faim. Et évidemment, les Russes sont responsables de cela. Même si 100 ans se sont passés, tous les Ukrainiens de l'Ouest ont en mémoire les actes de cannibalisme, les enfants qui mangent de la mousse, etc. Alors, premier acte de la tragédie du XXe siècle. Donc, Deuxième Guerre mondiale arrive après 33, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, 7 bonnes années plus tard, après le Holodomor, et les Ukrainiens accueillent les Allemands comme des libérateurs, évidemment, avec ce qui vient de se passer, surtout les Ukrainiens de l'Ouest. Un cousin de ma mère qui était dans la Wehrmacht me racontait, quand j'avais 17 ans, il avait 55 ans à l'époque, à quel point les Ukrainiens les ont accueillis. Les femmes les embrassaient, étaient dans leurs plus belles robes, leur jetaient des fleurs, etc. Et Hitler, cette espèce de fou psychopathe et raciste, a fait massacrer les Ukrainiens comme pas possible.
comme il a fait massacrer les Polonais, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que 8 millions d'Ukrainiens, d'après les calculs allemands récents, aussi de 2020 d'ailleurs, euh, 8 millions d'Ukrainiens sont massacrés. Massacrés par les nazis. Je ne parle pas des massacres qui vont suivre au moment de la libération de l'Ukraine pour toutes les personnes qui ont collaboré pour ne pas se faire assassiner par les nazis, qui vont se faire assassiner par les Russes et déportés. Donc 1,6 million de juifs ukrainiens sont massacrés par les Einsatztruppen, hein, les troupes d'assaut. Einsatz, comment dire ça, les troupes qui viennent après en quelque sorte, hein, qui sont des tueurs SS. Et 2,5 millions d'Ukrainiens sont déportés, dont beaucoup dans l'Est de la France. On m'a raconté une très belle histoire que je vais résumer. Ils en ont déporté toute une série à Bischwiller, qui est une ville d'Alsace, où on fabriquait des étoffes, du tissu et tout ça avant la guerre. Et on va leur faire coudre des toiles de parachute, des tentes, etc. Donc ces filles esclaves arrivent et une de ces filles a eu, pendant une promenade autorisée un dimanche après-midi, à force de ne rien manger, commencé à perdre son sang. Une fille alsacienne lui a donné un mouchoir qui était dans la foule et la semaine suivante, elle lui a rendu le mouchoir pendant la promenade et la fille alsacienne avait mis un mot dedans en disant qu'elle avait réussi à faire traduire en russe ou en ukrainien, je ne sais pas, plutôt en ukrainien, où il y avait marqué que les Américains avaient débarqué et elle lui a dit viens, j'habite à telle et telle adresse, on va te cacher. Donc elle s'est enfuie et cette fille-là, ces deux femmes sont restées amies jusqu'à la mort de l'Alsacienne qui est morte en premier. Très belle histoire. Donc des millions, parce que l'Alsace évidemment et la Moselle ont été annexés à l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était considéré comme l'Allemagne. Alors on a déporté tous ces gens-là. Dans beaucoup de fermes, il y avait des Ukrainiens, hein. Donc, alors il y a eu ce déportement, cette déportation. 400 000 Ukrainiens ont été déportés dans les camps allemands en Allemagne, aussi pour travailler évidemment, mais dans le camp. Et donc voilà le désastre. Et je répète, il y en a probablement 2 millions qui ont encore été exécutés par les Russes au moment de la libération, ou qui sont morts dans les goulags, bien sûr. Alors, pour faire vite, pour fêter le jubilé des 300 ans où les Cosaques se sont mis en quelque sorte sous la protection, ont proposé leur protection et ont donné en quelque sorte leur pays en 1654 au tsar de Russie. En 1954, ce qui va se passer, c'est que Khrouchtchev va dire, ah ben voilà, je vais donner la Crimée en quelque sorte à l'Union soviétique. Ça ne change rien puisque l'État communiste est là pour durer éternellement. 21 août 1991, eh bien, après la chute du mur de Berlin et la fin du communisme, les Ukrainiens proclament leur autonomie. Il y a un référendum donc qui est organisé le 1er décembre 1991 et 90% des Ukrainiens se prononcent pour l'autonomie. Bien qu'il y ait une multitude de populations, c'est comme dans les Balkans. 1994,
mémorandum de Budapest, les armes nucléaires russes qui étaient encore, enfin, de l'Union soviétique, pardon, sont rendues à la Russie. C'était le pays où il y avait le troisième pays au monde en ce qui concerne l'arsenal nucléaire. Alors, à partir de 1994-95, de grands oligarques volent les richesses de l'Ukraine. Rappelez-vous, charbon, terres rares, comment dire, minerais de toutes sortes. Et y a des champs de blé. Le cousin de ma mère m'a raconté que la terre en Ukraine était noire. On peut jeter n'importe quelle graine par terre, tout pousse. Et il a dit, je n'ai jamais vu une herbe aussi belle. C'est un pays très très riche sur le plan agricole. 7 mètres de terre végétale à certains endroits. Donc vous voyez, ça vaut le coup, c'est une richesse, hein, l'agriculture. Et donc le blé européen dépend de l'Ukraine, bien sûr, hein. Alors, euh, un, comment dire, un oligarque communiste euh, qui s'appelle Rimat, je crois, oui, Rimat Akhmetov, milliardaire, corrompu jusqu'à la moelle des os, etc., devient l'homme le plus riche d'Ukraine et cherche à faire adhérer l'Ukraine avec les pays, aux pays de l'Ouest. Donc déjà, ça commence à produire du conflit. Alors, à l'Ouest, tout le monde se sent ukrainien, et à l'Est, tout le monde se sent russe. Et depuis toujours, c'est comme ça, je viens de vous l'expliquer, hein. Donc, ils ont forcément une politique multivectorielle, puisque une partie des parlementaires est tournée vers l'Europe de l'Ouest et l'autre partie est tournée vers la Russie. Donc en 2004, élection présidentielle, pour les plus anciens comme moi, Viktor Youtchenko est élu, se présente pardon, comme un partisan qui réclame le rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne. Il veut en tout cas y travailler. Et à l'Est, eh bien, c'est plutôt Yanukovych qui est élu, enfin, qui est élu président, qui a le plus de voix, mais tout de suite, les gens disent que les élections ont été truquées à l'Ouest. Donc, premier conflit, révolution orange. Et orange, c'est la couleur de Youtchenko. Euh, pardon, c'est Youtchenko, je crois, oui. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, Youtchenko, on retient bien, c'est le candidat en quelque sorte de l'Europe et de l'Ouest et des Américains et de l'OTAN et de tout ce que vous voulez. Alors, 2008, le pro-russe Yanukovych est réélu. D'où de nouvelles protestations, conflits, soupçons de fraude, hein. Alors, 2013, Euromaïdan, les pro-Ouest eh bien, se rassemblent et ça fait 100 morts. Ils se réfugient dans la maison des syndicats, ils sont tués par des snipers, etc. Ce sont des régimes féroces où on n'hésite pas à tuer. Alors, pour mettre fin à ces troubles, en 2014, l'OTAN commence à se poser la question s'il ne faut pas faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Et donc voilà, on en est arrivé à ce conflit actuel. Et certains pays européens veulent que l'Ukraine adhère à l'OTAN, d'autres non, parce que c'est un pays en conflit interne permanent. Donc ils disent que c'est trop risqué. Et il y a des gens qui se disent que ce serait provoquer la Russie.
Mais les Américains veulent installer leurs troupes là-bas. Alors je termine là-dessus. Les Russes ont deux bases étrangères à l'extérieur. C'est à Tartous et l'autre base, je ne sais plus, mais toutes les deux sont en Syrie. Les Américains, vous savez combien ils ont de bases dans le monde? 800 bases militaires hors États-Unis. 200 000 hommes hors États-Unis. Les trois quarts des pays ont été en conflit avec les États-Unis. Ils interviennent partout dans le monde. Et ce sont des gens qui ont le culot de dire que la Russie, elle est agressive, que la Russie veut envahir l'Europe, ou je ne sais ou je ne sais, oui, quelle folie. Parce que bon, alors on traite Poutine de paranoïaque. Euh, Posons-nous la question. Qui est le plus agressif dans l'histoire? Les États-Unis, vous prenez tous les conflits qui ont eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis presque un siècle, eh bien, ils sont mêlés à tous les conflits. Depuis 1900, même avant, déjà au cours du 19e siècle, ils sont entrés en conflit avec les pays d'Amérique latine, bien sûr. Ils voulaient tout contrôler. Ils ont massacré 1 million de Philippins, puisqu'ils voulaient contrôler complètement les Philippines au tournant du XXe siècle. Jamais un film là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez mieux compris l'histoire de l'Ukraine. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Et rappelez-vous, hein, c'est un pays complexe qui s'appelle frontière en termes slaves et en langage oui, en ukrainien. Et donc, c'est un pays où se sont mêlés tout un tas de populations et qui est très très frontalier, donc complexe à comprendre. Vu qu'il y a des mentalités différentes à l'intérieur de ce pays, des intérêts différents, des orientations différentes sur le plan de la politique internationale, et c'est un pays très très difficile à gérer. Merci beaucoup, à la prochaine.